Le médecin a été choqué lorsqu'il a vu la créature à l'intérieur de la narine du nouveau-né. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente en regardant la série. Le bruit de la pluie s'abattait sur les vitres comme des griffes implacables. L'horloge indiquait 2 heures du matin, et l'hôpital général Mercier était étrangement silencieux. Certaines consultations externes avaient éteint leur lumière, et le long couloir scintillait sous un éclairage fluorescent vert pâle, ajoutant à l'atmosphère glaciale. Dans la salle d'accouchement numéro 4, le docteur Joseph Reynolds enfila une paire de gants en caoutchouc pour la 3e fois de la nuit, les yeux enfoncés par l'épuisement. Il jeta un coup d'œil à l'infirmière Lorraine, qui préparait à la hâte de la gaz, tandis que la sage-femme Hélène, une femme à la peau foncée et au regard déterminé, serrait la main de la mère en travail. Émilie criait à cause de l'intensité de ses contractions. « Émilie, respire profondément », dit Hélène d'une voix forte, resserrant son étreinte sur la jeune femme trempée de sueur. « C'est vrai. Ne contracte pas trop tôt le bas-ventre. Écoute-moi. »« Oh mon Dieu, Paul, chérie », s'écria Émilie de douleur. Son mari, Paul, tremblait derrière la vitre, frappant ses poings l'un contre l'autre, impuissant. Joseph se pencha entre les jambes de la mère et parla calmement. « Je vois la tête du bébé. Encore une poussée vigoureuse, Émilie, et on la fera sortir. » La salle retenait son souffle. « Compte avec moi. »« 1, 2, 3, » cria Hélène. Émilie hurla, déversant toute sa force dans son corps, comme si elle se déchirait. Un flot de liquide rose foncé jaillit, puis une minuscule tête émergea. Joseph attrapa le petit corps mou et humide, serra rapidement le cordon ombilical et le coupa, puis le souleva. Mais il n'y eut pas de cri. Aucun son familier ne rompait le silence obsédant du quart de nuit. « Non, pourquoi ne pleure-t-elle pas » murmura Émilie d'une voix rauque, essayant de se relever pour voir. « Laisse-moi m'en occuper » dit Joseph en serrant les dents, en tapotant doucement le dos du bébé. Lorraine essuya rapidement le mucus du visage du bébé, mais dès qu'elle toucha la narine gauche, elle se figea. « Joseph, regarde ça. » Alta-t-elle, sa main laissant tomber la serviette. Joseph se pencha et écarquilla les yeux. Quelque chose de gris foncé, doux comme de la gelée, sortait de la narine gauche de la petite fille de la longueur d'un petit doigt et se tordait comme un tentacule. « Oh mon Dieu » murmura Hélène, le visage pâle. Joseph recula d'un pas, puis cria « Appelez un endoscopiste. Faites venir un scanner immédiatement. Apportez du matériel portable. » Lorraine pâlit lorsqu'elle décrocha l'interphone pour appeler à l'aide. Dehors, Paul s'est mis à frapper sur la vitre en criant « Que se passe-t-il ? Que arrive-t-il à mon bébé ? Quelqu'un peut-il me parler ?» Émilie a eu du mal à s'asseoir, mais Hélène l'a retenue. « Non. Vous saignez abondamment. Restez calme. Votre bébé respire encore. »« Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle a dans le nez ?» s'écria Émilie. En moins de 5 minutes, 2 endoscopistes se sont précipités. L'un d'eux, un jeune interne américain nommé Michael Carter, avait les cheveux bruns bouclés, les cheveux en bataille et portait des lunettes rondes. Ses mains tremblaient en tenant l'endoscope. « Docteur Joseph. Je n'ai jamais rien vu de tel, » balbutia Michael. « Aucun de nous ne l'a fait, » répondit Joseph, les dents serrées. « Insérez l'endoscope avec précaution. Ne grattez pas la muqueuse nasale. » Ils ont inséré avec précaution l'endoscope dans le nez du bébé, projetant une image en direct sur un écran portable. « Oh mon Dieu !» Michael se figea et s'effondra en arrière. « Attention !» cria Lorraine. L'endoscope a glissé des mains de Michael, touchant presque Joseph. Sur l'écran, une image grotesque apparut. Dans les fosses nasales du bébé se trouvaient 3 organismes vermiformes, translucides et charnus, comme faits de mucus et de tissus vivants. Ils se déplaçaient, se tordant doucement, chacun doté de petites têtes en forme de champignons, munis de crocs fins comme des rasoirs, tourbillonnant dans les sinus fragiles. « C'est impossible. »« Qu'est-ce que c'est ?» balbutia Hélène. « Des parasites » murmura Joseph. « Peut-être un organisme biologique. »« Un organisme étranger à l'environnement » dit Michael d'une voix tremblante en se relevant. « Mais pourquoi, dans le nez d'un nouveau-né ?» Joseph ferma les yeux quelques secondes, puis prit une profonde inspiration. « Préparez-vous pour une endoscopie d'urgence ici même. On ne peut pas bouger le bébé. Ses voies respiratoires pourraient être complètement obstruées à tout moment. »« Tu parles d'une opération ? » Ici même, en salle d'accouchement, haleta Lorraine.
Nous n'avons pas le choix. Joseph a fait appel à un anesthésiste et à une infirmière en chirurgie endoscopique. En 10 minutes, une opération improvisée était en cours sur la table d'accouchement, au milieu du bruit de la pluie battante et de la respiration laborieuse de toutes les personnes présentes dans la salle. Emily, sous sédatif et analgésique, n'arrêtait pas de murmurer « Hope, mon bébé, mon bébé ». Michael tenait la lampe chirurgicale, le visage décoloré. Hélène, la sage-femme expérimentée, surveillait maintenant la respiration et les signes vitaux du bébé. Elle devait serrer les poings fermement pour les empêcher de trembler. Pendant ce temps, Joseph effectuait l'endoscopie avec précision, enfonçant le tube profondément dans chaque narine et utilisant un outil spécial pour extraire chaque organisme. Une créature recouverte de bave tomba dans un plateau en acier inoxydable, se contorsionnant et émettant un son aigu, à peine audible pour l'oreille humaine. « S'il te plaît, ne le laisse pas te mordre », murmura Michael en anglais, en reculant d'un demi-mètre. Joseph ne leva pas les yeux. « Maintiens la lampe allumée. Elles ne sont pas venimeuses, mais elles sont vivantes. » L'intervention a duré près de 45 minutes. Finalement, une fois le troisième parasite retiré, Joseph a expiré et a fait signe d'arrêter. Elle respire encore. Son pouls est légèrement plus stable, a rapporté Hélène. Transférez-la dans une chambre d'isolement stérile. Prévenez l'unité de soins intensifs néonatales pour une admission immédiate. Je veux une analyse sanguine complète. Et scellez les organismes. Accès interdit aux personnes non autorisées, ordonna Joseph. Michael regarda Joseph, les yeux encore fous de choc. Que penses-tu que ce soit? Joseph leva les yeux et essuya la sueur de son front. Je ne sais pas. Mais je suis sûr d'une chose, ils ne viennent pas d'un endroit propre. Alors qu'il emportait le berceau, Emily essaya de se soulever et cria « Mon bébé !» Qu'est-ce qui lui arrive? Quelqu'un peut-il me le dire? Paul s'est précipité pour la tenir. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je suis là. Je suis là. Emily se serra la poitrine et se mit à sangloter. Elle ignorait que les parasites qu'ils avaient éliminés n'étaient que la partie émergée du cauchemar qui les attendait. À l'extérieur de l'unité de soins intensifs néonatales, une lumière rouge clignotait au-dessus de la porte, signalant une zone d'isolement spéciale. La pluie ne s'était toujours pas arrêtée, s'infiltrant par une fente de la fenêtre du couloir et frappant le sol de pierre froid en gouttes rythmées. L'air de la nuit s'épaissit, non seulement à cause du temps, mais aussi à cause de l'horreur qui venait de se dérouler dans la salle d'accouchement numéro 4. Joseph resta immobile, les yeux fixés sur les 3 bocaux contenant les étranges organismes, désormais scellés dans un plateau spécial en acier inoxydable. Chaque bocal contenait une créature d'environ 7 cm de long, molle et visqueuse, au corps gélatineux translucide et à la tête renflée, laissant apparaître 2 fines dents en forme de crocs qui tressautaient faiblement. Hélène, scelle-les. Étiquette-les comme étant une menace biologique à haut risque, ordonna Joseph d'une voix basse et rauque. L'infirmière Hélène rangea soigneusement les bocaux dans une boîte sécurisée, la fermant avec un cadenas à code-barre. Son visage était toujours pâle. « Docteur, sérieusement, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas encore » répondit Joseph, les yeux rivés sur les créatures. « Mais si c'est à cause d'elle que le bébé n'a pas pu respirer après la naissance, alors cet hôpital a un sérieux problème. » Michael Carter se tenait à proximité, encore sous le choc de l'opération. Il se tenait la tête et murmura « J'ai étudié la parasitologie à Ithaca, je n'ai jamais rien vu de pareil. » Cela pourrait être une nouvelle espèce, devina Hélène. Ou un variant, dit Joseph. On ne spéculera pas. J'ai envoyé une demande urgente au service de biologie de l'hôpital. Ils recevront les échantillons et commenceront les analyses demain. Un homme en blouse blanche s'approcha, le médecin traitant, le docteur Andrew Richard, la plus haute autorité de service ce soir-là. Son visage était sévère, avec de profondes rides au coin des yeux. Il a pointé du doigt la boîte scellée. Ceci reste confidentiel, dit-il fermement, mais doucement. Pas un mot ne sort de ce bâtiment. Mais c'est une menace pour la santé publique, objecta aussitôt Joseph. Cette petite fille a failli mourir d'un parasite non identifié. Nous avons le devoir d'informer. Andrew le regarda dans les yeux, d'une voix basse et ferme. Et laisser les gros titres de demain s'abattre sur tout le pays? Faire fuir les femmes enceintes de cet hôpital? Transformer cet établissement en un nid de parasites, sans preuve concluante? Michael murmura, nous devrions au moins signaler cela au CDC. Il n'y aura pas de rapport tant que nous n'aurons pas confirmation,
rétorqua Andrew. Je superviserai personnellement l'enquête par l'intermédiaire du département de biologie. Joseph resta silencieux quelques secondes. Il savait qu'il ne s'agissait plus seulement d'un cas médical. Il s'agissait désormais d'un réseau de gestion de l'information étroitement contrôlé. Pendant ce temps, la petite fille, prénommée Hope, avait été transférée au service stérile de l'usin. Une équipe de soins intensifs était présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourtant, même après l'élimination des parasites, sa respiration restait irrégulière. Le respirateur haute pression ne parvient toujours pas à stabiliser la SPO2, a rapporté une infirmière. Les poumons ne présentent aucune lésion mécanique, mais les tissus des voies respiratoires semblent être enflammés depuis longtemps. Hélène, surveille ta saturation en oxygène toutes les 30 minutes, ordonna Joseph. Signalez-moi immédiatement tout changement. Il sortit dans le couloir, où Emily était allongée sur un lit d'hôpital roulant, les yeux écarquillés de peur. Paul, affalé au bord, lui serrait la main en tremblant. Docteur Joseph, dit Emily d'une voix rauque, s'il vous plaît, dites-moi comment va mon bébé. Joseph hésita, puis s'assit à côté d'elle. Il ne pouvait pas lui offrir un faux réconfort. Mademoiselle Emily, dit-il doucement, votre fille est sous surveillance médicale. Nous avons pratiqué une endoscopie et retiré plusieurs corps étrangers qui obstruaient ses voies nasales. Des corps étrangers? Paul fronça les sourcils. Tu veux dire qu'elle a inhalé quelque chose pendant l'accouchement? Pas pendant l'accouchement, répondit lentement Joseph. Je crains que les objets n'étaient présents avant sa naissance. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Elle haleta. Tu veux dire, qu'ils étaient en elle quand j'étais encore enceinte? On ne peut pas encore l'affirmer avec certitude, dit Joseph prudemment. Mais je soupçonne qu'une forme de parasite a pu pénétrer dans votre système respiratoire et s'installer à l'intérieur du fœtus. Paul jura, Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui se passe? Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Une infirmière se précipita à l'intérieur, la panique se lisant sur le visage. Docteur Joseph. Bébé Hope vient de subir une baisse soudaine d'oxygène. On se prépare à l'intuber. Joseph se leva d'un bond et suivit l'infirmière sans un mot. Derrière lui, Émilie hurlait. Joseph. Joseph, s'il te plaît, sauve mon bébé. 1 heure plus tard, Joseph se tenait là, silencieux, fixant bébé Hope à travers une épaisse vitre. Elle reposait dans une couveuse moderne, reliée à des dizaines de tubes, un respirateur, des perfusions, des sondes de surveillance cardiaque, des capteurs de SPO2 fixés à ses petits pieds. Son corps fragile paraissait pâle et flasque, comme si elle venait de survivre à une terrible tempête. Michael s'est approché, tenant une pile de papier de laboratoire. Joseph, dit-il doucement, je n'ai pas été autorisé à imprimer ceci, mais j'ai secrètement photographié un brouillon de l'analyse de l'échantillon de sinus nasal. Regarde ça. Il a montré une image, un scan microscopique de la structure cellulaire d'une des sécrétions du parasite. Des cellules vivantes, demanda Joseph. Pas seulement vivants, répondit Michael. Ils ont des gènes actifs. Ils utilisent un mécanisme semi-autotrophe, ils absorbent les nutriments de l'eau tout en se reproduisant par spores. Joseph fronça les sourcils. Des spores? Ils peuvent libérer des spores microscopiques dans l'air, a expliqué Michael. Si Emily les a inhalés pendant sa grossesse, cela pourrait également arriver à d'autres femmes. Oh mon Dieu, murmura Michael. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ce n'est peut-être pas un cas isolé, répondit Joseph, les yeux rivés sur Hope. Ce pourrait être la partie émergée de l'iceberg. Au petit matin, Joseph est arrivé au service de biologie de l'hôpital pour remettre les échantillons. Mais un employé l'a intercepté et lui a remis une note. Tous les échantillons relatifs au cas néonatal 23/CIES seront traités conformément aux directives internes. Toute altération, divulgation ou transfert non autorisé des données est interdit. Le sceau du directeur de l'hôpital figurait au bas de l'étiquette. Joseph serra le papier, sentant son sang lui monter à la tête. Il se tourna vers Michael. Il cache tout ça. Michael hocha la tête en baissant la voix. Joseph, si tu continues à creuser, il te faudra quelqu'un capable de rendre ça public. Un journaliste. Connaissez-vous quelqu'un? Michael hésita. Puis il dit, oui. Un ancien contact. Martha Ellis. Elle écrit pour le Bacon Post. Elle a déjà enquêté sur des fuites médicales.
Joseph prit une profonde inspiration, son regard se durcissant. Bien. Il faut tout préparer soigneusement. S'ils veulent me faire taire, il faut que je parle assez fort pour que tout le pays m'entende. 17 heures. La pluie s'était calmée, mais le ciel au-dessus de la prairie de l'Illinois restait gris et morne, comme le visage de quelqu'un après un enterrement. Un vieux pick-up argenté s'arrêta devant un motel en bord de route. La portière s'ouvrit et Paul en sortit le premier, le visage crispé par l'inquiétude. Doucement, dit-il en aidant Émilie, encore faible après l'accouchement douloureux d'il y a 2 nuits. Elle se pencha vers lui, le regard vide, les lèvres gercées incapables de former des mots. Il se tenait devant la porte rouillée de motel Seniacre, propriété d'un certain monsieur James. L'endroit était une rangée de maisons de plain pied en U, aux murs blanchis à la chaux et tachés de moisissures, et à la mousse verte rampant le long des fondations. L'eau de pluie s'écoulait encore des gouttières cassées. L'air empestait l'humidité. Paul poussa le portail, ses gonds grinçant comme une plainte lasse. Un enfant passa en courant, pieds nus, porteur d'une odeur de boue et de détritus en décomposition. Ils entrèrent dans la chambre numéro 7, la location bon marché où il séjournait depuis des mois. Dès qu'il ouvrit la porte, Émilie se couvrit le nez. « Quelle est cette odeur » grimaça-t-elle. Paul ne répondit pas. Il alluma la lumière, qui projeta une faible lueur sur les murs tachés de moisissures noires comme une peau brûlée. La minuscule pièce contenait un lit en bois grinçant, une vieille table à manger et un réchaud de camping posé sur un tabouret. De l'eau ruisselait du plafond au-dessus des tuyaux rouillés de l'évier. Émilie leva les yeux et resta silencieuse. « Nous avons vécu ici, toute la grossesse, » murmura-t-elle. Paul se tourna vers elle, la voix chargée d'ironie. « Au moins, il y a un toit. » Soudain, un bruit retentit sous l'évier. Émilie sursauta. « C'est un rat ?» ?»« Non. » »« Probablement encore un tuyau desserré, » soupira Paul en s'agenouillant pour vérifier. Mais dans la pénombre, il se figea. Une tache ronde sur le sol en béton luisait comme de la colle séchée. Au centre, un minuscule point noir se tordait. « Émilie » appela-t-il. « Viens voir ça. » Elle s'approcha. Pendant un instant, ils restèrent tous deux figés. Ce n'était ni un rat, ni un cafard. C'était une minuscule créature d'environ 1 centimètre de long, translucide comme de la gelée, avec des tentacules microscopiques ondulant doucement dans la flaque. Alors qu'Émilie expirait, la chose recula. « Pas question, » dit Paul en reculant. Émilie serra son ventre vide et murmura, on dirait, ce qu'il y avait à l'intérieur de Hope. Paul lui attrapa immédiatement le bras et ouvrit la porte. Nous ne resterons pas ici une seconde de plus. Mais juste au moment où ils atteignaient la cour, ils heurtèrent un homme en blouson de cuir, un cigare à la main à un vieil homme à la barbe grisonnante, aux yeux plissés et au nez crochu. Sa voix était rauque comme de la fumée. « Que se passe-t-il » demanda-t-il avec un ricanement. Paul plissa les yeux. « Êtes-vous M. James ?»« C'est vrai, » dit-il en exhalant de la fumée. « C'est moi qui possède cet endroit. »« Un problème ?» Émilie montra leur chambre du doigt, la voix tremblante. « Il y a une créature dans cette pièce. Elle se tortille sous les tuyaux. Je viens d'accoucher d'un bébé qui a failli mourir de parasites, et j'ai passé toute ma grossesse dans votre immeuble. » Monsieur James fronça les sourcils. « C'est quoi ces bêtises ? Vous m'accusez ? » « Accusateur » s'écria Paul. « L'hôpital général Merci vient de prélever 3 organismes vivants du nez de mon bébé, et maintenant on retrouve une créature similaire sur votre propriété. » James laissa échapper un rire sec. « Je ne suis pas responsable si tu vis dans la saleté et que tu tombes malade. Je t'ai loué cette chambre honnêtement. La loi ne m'oblige pas à offrir du luxe. »« Tu ne vois pas, ça pourrait mettre ta vie en danger » cria presque Émilie. James lui lança un regard noir, baissant la voix. « Ne tente pas ta chance. Si tu crées des problèmes, j'ai un moyen de te virer d'ici pour de bon. » Paul serra les poings, mais Émilie le tira en arrière et murmura. « Non. On ne reste pas. Allons-y. » Ils quittèrent le motel et prirent un taxi jusqu'au poste de santé le plus proche. Là, Émilie demanda de l'aide pour inspecter leur environnement. Après 3 heures d'attente, d'explications et de remplissage de formulaires, ils ont finalement été orientés vers le docteur Amanda Brox, une experte en santé publique travaillant avec une équipe environnementale bénévole. Le docteur Amanda, une femme d'une 50aine d'années originaire de Peoria, portant d'épaisses lunettes et une expression sévère,
écoutait attentivement et hochait la tête pendant qu'Emily et Paul parlaient. J'ai entendu des rumeurs à propos de ce motel, a-t-elle dit, mais personne n'a jamais déposé de rapport officiel. Eh bien, maintenant tu en as un, répondit Paul d'un ton ferme. Le lendemain, Amanda est revenue au motel accompagnée de 2 spécialistes de l'environnement, dont Ethan Moore, un jeune technicien américain aux cheveux courts et à la voix douce et prudente. Accompagnés de Paul et Emily, ils s'approchèrent de l'entrée. Monsieur James se tenait sur leur chemin, les bras croisés. « Vous n'entrerez pas sans mandat, dit-il sèchement. Amanda a calmement levé ses titres d'inspectrice de santé publique et a répondu avec une force tranquille, « Vous ne voulez pas que j'appelle la police pour obstruction à une enquête de santé publique, n'est-ce pas ?» James serra les dents, visiblement furieux, puis s'écarta à contre-cœur. Son regard brûlait d'hostilité. L'équipe entra dans la chambre numéro 7. Ethan déballa ses outils et commença à éclairer les fissures des murs avec une lampe LED, sous le lit, autour du lavabo et dans les canalisations. En 20 minutes, sa voix résonna à travers la pièce. « Docteur Amanda, vous devez voir ça. » Sous une tuile cassée, sous le placard, il avait retiré une planche pourrie, révélant des dizaines de taches jaunes pâles, chacune de la taille d'un grain de riz. De minuscules amas d'œufs s'accrochaient comme de la moisissure à la surface sombre et humide. « Des œufs, murmura Ethan. On dirait des organismes au stade larvaire. Certains ont déjà éclos, les coquilles vides sont encore là. Des spécimens vivants, demanda rapidement Amanda. Oui, dit Ethan en désignant un côté. Quelques petits organismes se déplacent. Tentaculés, visqueux, étrangement semblables aux échantillons parasitaires du rapport de Joseph. Le visage d'Amanda s'assombrit. Elle sortit son téléphone et commença à tout photographier. Sa voix baissa, terriblement sérieuse. C'est un nid parasitaire, dit-elle. Je n'en ai jamais vu dans aucune documentation biologique. Il semble capable de voler, Emily trébucha en arrière, se couvrant la bouche. Oh mon Dieu, murmura-t-elle en tremblant. J'ai respiré ça, tous les jours pendant 9 mois. Ethan fronça les sourcils. Si ce sont les mêmes organismes que ceux retrouvés dans les fosses nasales de bébé Hope, alors ce n'est pas seulement un danger environnemental. C'est une grave menace pour la santé publique. Amanda se tourna vers Emily. Me donnez-vous la permission de prélever des échantillons d'air et un échantillon de cheveux sur vous? Oui, répondit Emily sans hésiter. Autant que nécessaire. Fais tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui a blessé mon bébé. Ethan hocha la tête et commença à collecter des échantillons. Pendant ce temps, de loin, Monsieur James observait attentivement l'équipe. Ses yeux se plissèrent. Il sortit son téléphone et passa un appel. Le même après-midi, Amanda a envoyé tous les échantillons et photos au département d'épidémiologie du Springfield Regional Health Institute. Elle a également appelé directement le docteur Joseph. « Joseph, j'ai besoin de te voir. C'est plus grave qu'on ne le pensait. »« Amanda, qu'as-tu trouvé ?» La voix de Joseph grésillait au bout du fil. « Un nid parasitaire. La même où Emily a vécu toute sa grossesse. Des dizaines d'amas d'œufs. Des larves actives. » Il y eut une longue pause. « On ne peut pas considérer cela comme un cas isolé, » a poursuivi Amanda. « Et on ne peut pas laisser James enterrer ça. » Le lendemain matin, dans un petit bureau de l'ancienne aile technique de l'hôpital général Mercy, le docteur Joseph était assis seul devant son ordinateur. Il tapait des commandes de recherche dans la base de données interne, tandis qu'une faible lumière filtrait par une fenêtre poussiéreuse. Il n'avait même pas remarqué qu'il serrait la souris si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Il venait de raccrocher avec Amanda Brooks, qui a confirmé la découverte d'œufs du même organisme trouvé dans toute la chambre de motel d'Emily. Une rage sourde envahit Joseph comme une tempête souterraine. Il tapa les mots-clés. La mort d'un nouveau-né provoque une insuffisance respiratoire soudaine dans une résidence près de Sunny Acre. Les résultats sont apparus presque instantanément. K1, un garçon de 8 jours est décédé à la maison, amené à la clinique à 3 heures du matin. K2, une fillette de 5 jours est décédée après avoir été nourrie et n'a pas répondu à la réanimation. K3, un garçon nouveau-né n'a survécu que 12 heures et n'a montré aucun réflexe respiratoire stable. Les 3 cas se sont produits au cours des 6 derniers mois. Les 3 bébés vivaient près du Sunny Acre Motel. Aucun n'a fait l'objet d'autopsies approfondies. Ce ne peut pas être une coïncidence, murmura Joseph en creusant plus profondément. Il a sorti une brève note de l'infirmière en chef de nuit sur le 2e décès.
Mucus épais à l'odeur étrange observée dans les narines du bébé. Essuyé avant la réanimation cardio-pulmonaire. Pas d'examen supplémentaire en raison d'une chute rapide de la tension artérielle. Joseph frappa le bureau de sa main. À ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement. Michael Carter entra, l'air tendu. « Joseph, dit-il d'un ton pressant. Je viens de parler à une infirmière à la retraite, Béatrice Morris. Elle travaillait au service néonatal ici, et elle m'a raconté une histoire étrange. » « Qu'est-ce qu'il y a ?» Joseph se retourna brusquement. Michael ferma la porte, tira le rideau et murmura comme quelqu'un qui avait peur d'être entendu. « Béatrice a raconté qu'il y a environ 4 mois, une petite fille est morte peu après sa naissance. En nettoyant le corps, elle a vu une substance visqueuse sortir du nez du bébé, comme un minuscule ver. » Joseph se figea. Elle l'a signalé au médecin traitant le soir même, mais le lendemain, tous les dossiers ont été confisqués. Elle a été réprimandée pour avoir semé la panique et encouragée à prendre une retraite anticipée. Se souvient-elle de ce médecin ? Demanda Joseph d'une voix ferme mais intense. Michael hocha la tête. C'était le docteur Stephen Martin. Il siège désormais au conseil d'administration de l'hôpital. Joseph inspira brusquement, sa voix était froide comme l'acier. Donc il le savait depuis le début. Michael s'assit et poussa un dossier vers lui sur le bureau. J'ai photocopié en secret une partie des dossiers juridiques internes. Examinez attentivement les signatures figurant sur les certificats de décès des 3 nourrissons. Joseph feuilleta les pages. Chacun d'eux a été signé par Stephen Martin. Ce soir-là, Joseph se rendit à la maison de retraite Cedar Haven, où vivait Béatrice Morris. C'était une petite femme d'une 60aine d'années, ses cheveux argentés soigneusement attachés en arrière. Elle était assise près de la fenêtre et lisait. Des parasites dans le nez, dit-elle après avoir entendu l'histoire de Joseph. Je n'ai jamais rien vu de tel. Mais quand je l'ai signalé, Stephen m'a dit que je me faisais des idées. Il a mis ça sur le compte du déclin mental dû à l'âge. As-tu gardé quelque chose de cette époque? Des photos, des notes, quoi que ce soit, demanda Joseph. Béatrice hésita, puis ouvrit un tiroir et en sortit un vieux carnet usé. Elle ouvrit une page précise et la désigna du doigt. 17 février, mucus jaune provenant du nez du nouveau-né. J'avais l'impression qu'un petit organisme en sortait, mais il se rétractait rapidement. Le docteur Stephen m'a conseillé de ne pas en parler. Les mains de Joseph tremblaient. C'est ça. Exactement ce que j'ai retiré du nez d'Hope. Béatrice lui serra fermement la main. Je savais que je n'étais pas folle. Mais j'ai gardé le silence pendant 4 mois, de peur d'être poursuivi en justice. Tu ne vas pas laisser ça être enterré, n'est-ce pas? Joseph la regarda dans les yeux. Non. Je ne laisserai pas un autre bébé mourir. Promis. Le lendemain, Joseph est retourné à l'hôpital, mais a été arrêté à l'entrée de l'aile des données par la sécurité. Désolé, docteur. Vous n'êtes pas autorisé à entrer dans le centre de données. Directive du conseil d'administration. Il a sorti sa carte d'identité et l'a scannée. La machine a émis un bip. Accès refusé. Un message de Michael est apparu sur son téléphone. Soyez prudent. Quelqu'un essaie de verrouiller votre compte interne. Stephen le sait. Juste à ce moment-là, Joseph reçut un appel téléphonique anonyme. Une voix masculine profonde et froide parla. Si tu veux garder ton emploi ou ta réputation, tu ferais mieux de savoir t'arrêter. Tu vas trop loin, James. Joseph rétorqua, tu devrais te demander, qui se cache derrière James? L'appel est terminé. Joseph resta figé dans le hall de l'hôpital. Ce soir-là, il se rendit dans un petit café du coin. Michael et Amanda attendaient déjà. Ils étaient tous les 3 assis dans une cabine à l'arrière, parlant doucement. Michael, as-tu toujours une copie de l'échantillon de parasites? Demanda Joseph. Oui. J'ai sauvegardé l'analyse génétique sur une clé USB séparée et j'en ai déjà envoyé une copie à un laboratoire de San Francisco pour confirmation de la structure de l'ADN. Et toi, Amanda? J'ai déposé un rapport préliminaire auprès du Conseil régional d'épidémiologie, mais 1 heure plus tard, quelqu'un du gouvernement a appelé, exigeant que nous suspendions l'enquête en raison de preuves vérifiées insuffisantes. James est derrière tout ça, marmonna Michael. Il n'est pas le seul, dit Joseph avec amertume. Tout le système essaie de nous réduire au silence.
Amanda regarda Joseph, les yeux brûlants. Nous devons agir. Ils ont l'argent et le pouvoir, mais nous détenons la vérité. Si le système de santé officiel ne nous écoute pas, nous laisserons parler les médias. Michael hocha la tête. Je connais quelqu'un qui n'aura pas peur. Elle a révélé le scandale des greffes de foie au marché noir à Chicago. Elle s'appelle Martha Ellis. Joseph serra le poing. Contactez-la. On n'a plus de temps. Mardi après-midi, le ciel de Springfield était alourdi par une couche de plomb. Des nuages gris, refroidis par les cendres, dérivaient silencieusement au-dessus des toits de tuiles rouges du quartier résidentiel. Joseph se tenait devant le portail rouillé du Sunny Acre Motel, les deux mains agrippées à un dossier en cuir. Il portait sa blouse blanche, le col raide, le regard fixe. Le gardien regarda à travers la moustiquaire. « Vous êtes là pour un rendez-vous médical ? » Personne n'est inscrit. « Je suis ici pour inspecter les conditions de vie, » répondit Joseph sèchement. « Je suis médecin à l'hôpital général Mercy et j'ai la preuve que cette propriété représente une menace pour la santé publique. » Le portier fronça les sourcils et sortit son téléphone. Moins de 3 minutes plus tard, un SUV noir arrivait et se garait en diagonale devant l'entrée. Monsieur James sortit, vêtu d'un costume marron clair, d'une chemise noire et d'une cravate rouge, tenant une canne à pommeau argenté. Joseph Reynolds, aplatait-il avec un sourire narquois. J'ai entendu dire que vous aviez parlé d'une créature vivant dans le nez des bébés. Ne faites pas semblant d'être surpris. Joseph s'est approché de lui. J'ai des preuves solides. Des échantillons de parasites. Des spécimens d'œufs. Des analyses génétiques. Et 3 décès de nourrissons directement liés à cet endroit. James ricana en reniflant. Et alors ? Et alors ? Vous saviez que ces organismes étaient là et vous avez quand même loué cette propriété, sans réparation, sans avertissement, sans inspection sanitaire. Vous risquez des poursuites pénales si vous ne dites pas la vérité. Des accusations ? James s'approcha, baissant la voix à l'oreille de Joseph. Sais-tu seulement à qui tu as affaire ? Joseph ne broncha pas, un lâche qui se cache derrière de faux papiers, qui laisse mourir des enfants et qui pense que l'argent peut effacer sa culpabilité. Une lueur de colère passa dans les yeux de James. Il frappa le sol avec sa canne. Espèce de petit salaud. Je vais tout révéler. Ne croyez pas que quelques dossiers médicaux falsifiés et des pots de vin puissent réduire tout le monde au silence à jamais. J'ai travaillé avec des épidémiologistes, des journalistes et des membres de cette communauté. James fixa Joseph du regard. Plus de sourire narquois. Plus de moquerie. Juste un regard froid, comme la lame d'un couteau. Tu crois que parce que je suis vieux, tu peux faire ce que tu veux, grommela-t-il. J'ai siégé 8 ans au conseil régional. J'ai déjeuné avec le gouverneur. Tu crois que quelques verres dans le nez d'un enfant me font peur ? Joseph resta calme. Non. Tu n'as pas peur, mais tu en auras peur quand ce que tu caches sera diffusé au journal de 20 heures. James plissa les yeux, comme s'il pesait quelque chose de plus dangereux que les armes, l'opinion publique. Martha Ellis. C'est ta personne, demanda-t-il. Joseph fronça les sourcils. C'est une journaliste. Et elle suit la vérité, pas les gens. James tourna le dos et fit signe au gardien de s'écarter. Puis il parla lentement. Écoute-moi, Joseph. Va-t'en. Je t'installerai dans un hôpital privé. Triple ton salaire actuel. Une voiture de fonction. Une maison à Brookhaven. Ne te fais pas martyr. Joseph sourit, un sourire sans aucune trace d'abandon. Je ne suis pas un martyr. Je ne veux juste pas qu'une autre petite fille meure à cause de toi. Soudain, James jeta sa canne au sol et se précipita, attrapant Joseph par le col, son visage à quelques centimètres. Tu le regretteras. Je te le promets. Tu ne travailleras plus jamais à Springfield. On te traînera devant des commissions d'éthique médicale. Les médias déformeront ton image. Tu perdras tout. Joseph ne broncha pas, et c'est moi. Tu tomberas avant moi. Un klaxon retentit derrière eux. Un véhicule civil s'arrêta le long du trottoir. La vitre s'abaissa. À l'intérieur, Martha Ellis était assise les cheveux bruns en bataille, le regard perçant comme une lame, tenant un appareil photo professionnel. Elle déclencha 2 clichés, capturant l'instant précis où James posa la main sur le col de Joseph. James se retourna brusquement,
les yeux écarquillés. « Allez-y, poursuivez-moi en justice, monsieur James », cria Martha par la fenêtre. « Mais le temps que vous trouviez un avocat, ces photos seront déjà en ligne. » James recula, serrant la mâchoire, le visage figé sur place. Cette nuit-là, dans son bureau, Joseph a reçu un courriel du conseil d'administration de l'hôpital. Notification, le docteur Joseph Reynolds est par la présente temporairement suspendu pour violation du protocole de données internes, notamment pour divulgation d'informations médicales non vérifiées en dehors de l'hôpital. Michael lui envoya un message quelques instants plus tard, ils ont commencé à réagir. Quelqu'un au conseil d'administration est avec James. Paul a également appelé. Joseph, on ne peut pas payer le prochain traitement d'oxygène. L'hôpital exige un acompte puisque tu as été suspendu. Emily a ensuite pris le téléphone. Le bébé est redevenu bleu à 4 heures du matin. Il nous faut une nouvelle injection d'oxygène à haute pression. Je vous en supplie, ne vous laissez pas expulser de l'hôpital. Joseph avait l'impression d'être enfermé dans une cage d'acier. Toutes les issues étaient scellées. Le lendemain matin, dans un petit restaurant près de l'hôpital, Martha était assise avec Joseph et Michael. Sur la table se trouvait un épais dossier de documents qu'elle avait imprimés à partir des documents envoyés par Joseph et Amanda, photos, plans du motel, images des parasites. « James n'est pas seul, » dit Martha. « J'ai enquêté. Il a des liens avec Landmark Realty, une société immobilière qui a obtenu des permis pour de nombreuses constructions illégales. Il bénéficie de la protection du conseil régional. » Michael soupira. « Alors, nous ne sommes pas face à un seul homme. Nous combattons un repère de vipères. »« On a une solution, » dit Martha, les yeux brillants. « Je ne peux pas passer à la télé grand public. Ils ont déjà été payés. Mais je peux le diffuser. Radio Freedom Wave, une station indépendante de Peoria. Ils diffuseront l'information, si je peux prouver qu'elle est vraie. » Joseph hocha la tête. « Je vais chercher les documents. Mais je dois retourner au motel et prélever un autre échantillon d'ovules pour confirmation visuelle. »« Non, » interrompit Michael. « Ils vont t'arrêter. Ils te surveillent. » Martha resta silencieuse un moment, puis sortit une mini-caméra. « J'irai à ta place. Je me ferai passer pour une nouvelle locataire et j'enregistrerai des images pendant la nuit. J'ai déjà fait ça, au Mexique. Ça ira. » Joseph lui serra la main. « Tu prends un risque. »« Je vis pour écrire ce qui doit être connu, » dit Martha. « Si nous ne le faisons pas, qui le fera ?» Ce soir-là, dans une petite chambre louée près du motel, Joseph était assis seul, réécoutant l'enregistrement de sa confrontation avec James dans ses écouteurs. Cette voix rauque et menaçante résonnait. « Tu vas le regretter. » Joseph sourit faiblement, le sourire de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, mais qui tient la vérité entre ses mains. Au cœur de la nuit, le laboratoire de biologie, au 3e étage de l'hôpital général Mercy, était plongé dans l'obscurité. Seule la faible lueur bleutée du climatiseur vacillait sur les étagères en acier inoxydable, projetant des reflets fantomatiques et conférant à la pièce le silence stérile d'un bloc opératoire abandonné. Joseph se tenait silencieusement près de la porte, l'oreille collée au mur, écoutant attentivement les pas d'un agent de sécurité s'estomper progressivement dans le couloir. Malgré le froid, la sueur perlait dans sa nuque. D'une main, il tenait une carte d'accès. De l'autre, une clé USB hautement cryptée, cadeau d'un vieil ami d'université de Toronto. Il n'avait qu'une seule chance. Prenant une profonde inspiration, il tapota la carte contre le scanner. Bip. La serrure se déverrouilla avec un léger clic. Joseph se glissa à l'intérieur et referma doucement la porte derrière lui. Il n'alluma pas la lumière. Il n'en avait pas besoin. Il connaissait ce laboratoire par cœur. Tout à droite se trouvait l'armoire à échantillons, l'endroit où l'équipe de biologie avait scellé les 3 organismes parasites prélevés dans les fosses nasales de Hope. Son nom était encore griffonné sur l'étiquette, J. Reynolds K23 manipulation interne uniquement. Il déverrouilla l'armoire. À l'intérieur se trouvaient 3 bocaux à échantillons, chacun suspendu dans du formol trouble. Les créatures ne bougeaient plus, mais leur forme gélatineuse et leurs tentacules recourbés dégageaient encore une odeur nauséabonde, surnaturelle. Joseph murmura, « Je suis désolé, mais j'ai besoin de toi vivant, virtuellement. » Il retira délicatement un bocal, le posa sur la table métallique et dévissa lentement le couvercle. À l'aide d'une pipette, il préleva un échantillon du liquide et du tissu cellulaire.
Se dirigeant rapidement vers la centrifugeuse, il commença le délicat processus de séparation des cellules. Chaque étape fut réalisée avec des gants doubles et un masque N95, ne laissant aucune trace de sa présence. Après 30 minutes tendues, Joseph isola l'ADN et le chargea dans un séquenceur portable. Alors que la machine commençait son ronronnement silencieux d'analyse, il ouvrit son ordinateur portable et lança un appel sécurisé à son contact au Canada, le Dr Adrien Cooper, désormais chercheur principal au Centre de biotechnologie de Toronto. La vidéo s'anima. Le visage d'Adrien apparut, groggy et inquiet, la voix voilée par le sommeil. « Joseph, que m'envoyez-vous ? Il fait nuit noire ici. » « Désolé, » murmura Joseph d'un ton pressant. « Mais j'ai besoin d'une analyse immédiate de ce génome. C'est un parasite, totalement absent des bases de données européennes. Pourriez-vous effectuer une correspondance rapide grâce au système de biocorrespondance PARIA ?» Adrien cligna des yeux, plus alerte. « Je peux, dit-il. Mais s'il s'agit d'un échantillon médical, aviez-vous l'autorisation de l'extraire ? Non, répondit Joseph d'un ton neutre. Et vous n'avez pas besoin de poser d'autres questions.